Bienvenue à notre exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur la situation très tendue en République démocratique du Congo. Oui, bonjour. Une situation qui évolue constamment et qui est d'une complexité assez incroyable, effectivement. Tout à fait. On a vraiment plusieurs crises qui s'entremêlent. Il y a ce conflit hyper violent qui s'aggrave dans l'Est, une situation humanitaire qu'on dit catastrophique, et puis ce climat politique, électrique, surtout avec le procès récent de l'ex-président Joseph Kabila et ses activités. C'est ça. Et pour analyser ça, on a différentes sources. Il y a une analyse assez poussée de l'ONG Solsoc, Oui, des articles d'enquête, certains même très controversés sur l'identité de M. Kabila, son parcours. oui, j'ai vu ça. Des reportages sur son procès pour trahison, puis des analyses sur les conflits, les efforts de paix. C'est un mélange assez riche, puis parfois même contradictoire. Donc, notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer d'extraire l'essentiel pour mieux comprendre ce qui se passe en RDC, d'où viennent les problèmes, qui sont les acteurs clés, c'est quoi les défis. On va tenter de démêler un peu tout ça. Exactement. On pourrait peut-être commencer par la situation vraiment critique dans l'Est. Solsoc parle d'une tragédie humaine depuis novembre 2024. Oui, les chiffres donnent froid dans le dos, là. On parle de plus de 7000 morts, 400 000 personnes déplacées en quelques mois seulement. C'est énorme. C'est énorme et ça touche principalement le nord Kivu et le sud Kivu, des provinces qui sont déjà meurtries par 3 décennies de violence quasiment ininterrompues. Et à ça s'ajoute la crise humanitaire. On parle de 28 millions de personnes qui souffrent de faim aiguë selon la FAO et le PAM. Oui, et les services de base, la santé, l'éducation, tout ça s'effondre. L'insécurité est partout. Et un point marquant, un tournant récent, ça a été la prise de Goma fin janvier 2025, puis celle de Bukavu à la mi-février par l'Alliance Fleuve Congo, le groupe AFC M23. OK, l'AFC M23. Qui est ce groupe exactement et qui sont ses adversaires? Alors l'AFC M23, selon Solsoc, mais aussi Human Rights Watch, serait soutenu militairement, logistiquement par le Rwanda. Ah oui, cette accusation revient souvent. Très souvent. Et en face, il y a les forces gouvernementales, les forces armées congolaises, les FRDC. Mais les sources qu'on a consultées, elles remettent souvent en question l'efficacité des FRDC. Elles parlent de manque de coordination, de faiblesse structurelle. C'est exact. C'est une armée qui a beaucoup de défis et elle n'est pas seule. Elle reçoit l'appui d'acteurs variés. Il y a des troupes burundaises, D'accord. des mercenaires étrangers et aussi des milices locales d'autodéfense qu'on appelle les Wazalendo. Mais leurs allégeances, leurs motivations, c'est parfois un peu flou, là. Il y a eu aussi ce retrait de la force régionale de la SADRC, la SAMI-DRC, en mars 2025. Ça a dû peser. Absolument. Ce retrait a clairement affaibli la coalition autour des FARDC, accentuant encore le déséquilibre des forces sur le terrain. D'accord. Mais ce conflit, ce n'est pas juste une guerre entre deux camps, si je comprends bien? Non, et c'est crucial de le souligner. L'analyse de Solsoc insiste beaucoup là-dessus. C'est un enchevêtrement de causes. Bien sûr, il y a des tensions géopolitiques, mais aussi des rivalités identitaires, des problèmes sociaux, économiques très profonds. Les ressources naturelles, le coltan, l'or, les diamants, ça revient toujours comme un facteur clé. Elle joue un rôle, c'est indéniable. Une source de financement, un enjeu de contrôle, mais c'est vraiment juste une partie de l'équation. Quoi d'autre alors? Il faut regarder les rivalités identitaires locales, qui sont souvent très anciennes. Des différences historiques jamais vraiment réglés. Et puis, il y a tous les conflits fonciers, la terre, qui est un enjeu majeur, souvent exacerbé par l'opposition entre le droit coutumier et la loi de l'État. Et la RDC elle-même, avec sa taille, plus de 100 millions d'habitants, ses richesses immenses, sa position centrale, ça attire les convoitises des voisins, j'imagine. Précisément. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, chacun poursuit ses propres objectifs. Économiques, bien sûr, contrôler les routes commerciales, exporter les minerais ou les produits agricoles congolais. Mais aussi sécuritaires. Parfois, c'est pour neutraliser des groupes armés considérés comme une menace sur leur propre territoire. Parfois, c'est pour instrumentaliser d'autres groupes armés pour servir leurs intérêts en RDC. Et Solsoco mentionne que ces trois pays profitent beaucoup du transit
légales ou illégales, des ressources congolaises. Ça prive Kinshasa de revenus importants. Exactement. Et c'est là où, parfois, la couverture médiatique peut être un peu simplificatrice. On se concentre beaucoup, et c'est normal vu l'actualité, sur le rôle du Rwanda et du M23. Oui. Mais ça occulte parfois d'autres dynamiques. Comme quoi, par exemple? Ben, l'implication d'autres groupes armés. On peut penser au FDLR, les rebelles Hutus rwandais, au Red Tabara burundais ou encore au ADF ougandais. Eux aussi contribuent à l'insécurité ambiante. D'accord. Il y a aussi les jeux d'influence plus discrets d'autres États et surtout, on néglige souvent ce qui se passe au niveau local. Les conflits pour la terre, le rôle des chefs coutumiers, ce genre de choses? Tout à fait. La chercheuse Séverine Ottesser a beaucoup écrit là-dessus. Elle montre comment les grands processus de paix échouent souvent parce qu'ils ignorent ces micro-conflits, ces enjeux locaux qui sont pourtant fondamentaux pour les gens sur place. Et Solsock nous rappelle qu'il n'y a pas que l'Est. Il y a d'autres conflits graves, mais moins médiatisés, ailleurs en RDC. Absolument. À Kwamouf, par exemple, dans la province du Mayine-Dombé, un conflit foncé entre Tekes et Yakas a fait des milliers de victimes, des déplacés. Ah oui. Ouais. Dans la Chopo, on a des affrontements entre Mbolé et Lengula. En Ituri, les atrocités des ADF et de la Codeco continuent. Dans le sud aussi, il y a des tensions qui ressurgissent entre Kassaïen et Katanguin. Donc ce n'est pas juste un problème dans l'Est, c'est plus généralisé. C'est ça. C'est comme des symptômes d'un malaise plus profond, d'un tissu social qui s'effrite un peu partout, et pas seulement à cause d'un ennemi commun comme le Rwanda. C'est une toile de fond très complexe, effectivement. Et ça nous amène à la figure de Joseph Kabila, qui est revenu au centre de l'actualité avec son procès. Pour comprendre ce procès, les tensions, il faut peut-être regarder certaines controverses passées que nos sources soulèvent. Oui, c'est important. Et un des points les plus sensibles qui a été abordé directement pendant le procès et qui est détaillé dans une des sources qu'on a, Concerning the True Identity, ça concerne l'identité même de Joseph Kabila. Ah oui, cette histoire. Cette source avance qu'il serait en fait né Hippolyte Kanambe Kazamberembe au Rwanda, de parents rwandais, et qu'il aurait été adopté plus tard par Laurent Désiré Kabila. Et cette allégation, qui n'est pas nouvelle, elle a été reprise par le parquet militaire pendant le procès. Exactement. Le parquet l'aurait désigné sous ce nom, Hippolyte Kanambe. Une autre source, mouté.cd, rapporte même un témoignage d'un ancien ministre, Aimé Ngouaï Moukena, qui aurait parlé de la construction d'une origine congolaise. Wow! C'est un élément politique très fort dans ce procès, alors? Absolument. Et la même source, Identity, décrit son ascension au pouvoir comme quelque chose de planifié, avec l'aide supposée de figures comme James Kabarebe, Paul Kagame, une sorte de stratégie d'infiltration de la FDL de Laurent Désiré Kabila. Elle détaille des étapes précises. Oui, une formation rapide, des postes clés, aide de camp de Kabarebe, puis très proche de Laurent Désiré, jusqu'à être présenté comme son fils. Et cette source va encore plus loin. Elle porte des accusations très, très graves sur l'élimination présumée de rivaux militaires. Des noms sont cités. Général Massassou, commandant Chimangam Billet. Oui, des accusations d'élimination d'officiers qui auraient pu être gênants. La source allège même l'utilisation de fausses preuves qui auraient été fournies par le Rwanda pour discréditer ses officiers. C'est lourd. Très lourd. Elle mentionne aussi un massacre présumé de troupes congolaises à Pueto en 2000 qui aurait bénéficié aux troupes rwandaises. Encore une fois, ce sont des allégations contenues dans cette source, mais elles ont clairement circulé et nourri un climat de suspicion. Le document parle aussi des circonstances autour de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en janvier 2001. Il présente une chronologie que l'auteur juge suspecte. Oui, impliquant une femme nommée Sifa Mahania et des actions de Joseph Kabila juste avant et après l'assassinat. Ce sont des allégations extrêmement graves, là encore. Qui ont dû façonner l'image de Kabila pour certains. Sans aucun doute. Et ça a probablement refait surface dans le contexte politique tendu qui a mené au procès. La source mentionne aussi la contestation des élections de 2006 et la mort jugée suspecte par certains du cardinal Etsu qui avait critiqué ces élections. Et plus récemment, pendant le procès lui-même, en août 2025, un avocat de la République aurait parlé d'une fortune de Kabila estimée à 32 milliards de dollars. C'est ce que rapporte Mboté.cd. Oui, une fortune colossale, accusant un enrichissement illicite au détriment de l'État. Donc, tous ces éléments, l'identité contestée, ce passé trouble allégé, cette fortune immense, ont clairement formé le terreau des accusations du procès. D'accord. Et ce procès, il arrive dans quel contexte politique immédiat? Ben,
Il faut se rappeler la rupture en 2020 entre Félix Tshisekedi, l'actuel président élu en 2019, et Joseph Kabila, son prédécesseur. Ils avaient formé une coalition au départ, mais ça n'a pas duré. Et les tensions ont monté. Oui, progressivement. Tshisekedi a commencé à accuser Kabila de chercher à déstabiliser le pays, de soutenir des groupes armés. Ensuite, il y a eu une enquête pour corruption en 2021, un exil de Kabila. Exact. Et son retour en RDC en avril 2025, surtout sa visite au Nord Kivu, une zone alors largement contrôlée par le M23, ça a été vu comme une provocation par le pouvoir en place. Peu après, son immunité a été levée. Et les liens présumés entre Kabila et le M23, c'était au cœur du procès. C'était central dans les accusations du gouvernement Tshisekedi. Et il faut aussi se souvenir qu'un rapport de Human Rights Watch de 2017, cité par une autre de nos sources, Africarabia, accusait déjà le régime Kabila à l'époque Ah oui, de quoi? d'avoir utilisé des anciens combattants du M23 recrutés en Ouganda et en Rwanda pour réprimer très violemment des manifestations fin 2016. C'était au moment où Kabila cherchait à prolonger son mandat. Donc ces vieilles accusations ont été remises sur la table en quelque sorte. Très probablement. Le procès, qui a commencé en juillet 2025, portait sur des chefs d'accusation extrêmement graves, on l'a vu dans les reportages de B1 TV et TRT Africa. Trahison, crime de guerre, complot, participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre l'humanité. Et la question de l'identité qui revenait sans cesse, d'après ce qu'on disait. Oui, comme un leitmotiv du parquet. Le verdict est tombé fin septembre 2025. Condamnation à mort par contumace. Exactement. Avec des dommages et intérêts faramineux. 29 milliards de dollars pour l'État, 2 milliards pour le Nord Kivu, 2 milliards pour le Sud Kivu, et un mandat d'arrêt, bien sûr, mais Kabila est introuvable pour l'instant. Comment ça a été reçu? Quelles sont les conséquences? Mais le corps Kabila a évidemment rejeté le verdict et crie au procès politique. Kabila lui-même avait appelé au dialogue quelques mois avant, en février 2025. Et les analystes? Les avis sont partagés. Certains craignent que ce jugement ne complique encore plus les efforts de paix. Le professeur Megaesi, cité par TRT Africa, pense que ça pourrait même radicaliser une partie de l'Est autour de Kabila. D'autres voient ça comme un séisme politique, c'est le terme utilisé par B1 TV, un risque de polarisation encore plus forte. On se demande si c'est vraiment la justice ou une manœuvre politique avant les prochaines élections. Oui, et le timing a été très critiqué. Tenir ce procès alors que des pourparlers de paix avaient lieu à Doha avec l'FCM 23, les partisans de Kabila ont parlé de justice sélective, de contretemps tragiques. Et là, tout récemment, Kabila est réapparu, politiquement cette fois. Oui, mi-octobre 2025. Il a participé au lancement d'un nouveau mouvement en Nairobi appelé Sauvons la RDC. Il était avec d'autres figures de l'opposition comme Raymond Chubinda, Matata Pogno. C'est Actualité.cd qui rapporte ça. Et leur objectif, c'est quoi? Ils dénoncent ce qu'ils appellent la tyrannie de Tshisekedi. Ils veulent restaurer la démocratie, la réconciliation. Ils soutiennent un dialogue inclusif via les églises congolaises, la CNCO et l'ECC. Et ils veulent lancer une offensive diplomatique, exiger le retrait des troupes étrangères et des mercenaires. C'est un appel à la population à résister. Pendant ce temps-là, sur le plan diplomatique, pour la paix, ça bouge beaucoup, mais ça semble un peu confus. Beaucoup d'initiatives. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un paysage très fragmenté. Solsog, B1 Kivi, toutes les sources en parlent. Il y a les processus de Luanda, avec la médiation de l'Angola entre RDC et Rwanda, et celui de Nairobi, pour le désarmement des groupes via l'EAC. Mais ils sont enlisés, c'est ça? Largement, oui. Il y a eu une proposition de les fusionner, mais ça n'a pas vraiment débloqué les choses. Et l'initiative des églises congolaises SENCO, ECC, elle propose quoi différent? Elle vise plus les causes profondes, structurelles, la gouvernance, la question foncière, la marginalisation. C'est une approche inclusive qui cherche à impliquer la société civile. C'est intéressant, mais le défi, c'est d'avoir une représentation vraiment large et légitime. Il y a eu aussi Doha avec le Qatar comme médiateur. Ça a donné quoi? Ça a permis une rencontre entre Tshisekedi et Kagame et une trêve signée en avril 2025, mais ça a été critiqué pour le manque de transparence et l'exclusion d'autres acteurs importants. Et Washington, les États-Unis s'en mêlent aussi? Oui, avec une initiative qui serait centrée sur un accord RDC-Rwanda lié aux minerais critiques, coltan, cobalt, tungstène. L'objectif américain serait de stabiliser la région pour sécuriser leurs approvisionnements face à la Chine. Le risque, c'est que ça renforce un modèle économique basé juste sur l'extraction sans que les populations locales en profitent vraiment. C'est exactement le risque qui est pointé du doigt dans nos sources, oui.
Le rôle de la communauté internationale est donc assez ambigu. L'Union européenne, par exemple, est critiquée. Oui, pour un certain double discours vis-à-vis du Rwanda. D'un côté, on condamne verbalement. De l'autre, on maintient un protocole sur les minéraux, on finance même l'armée rwandaise au Mozambique via la Facilité européenne pour la paix. Il y a des pressions pour changer ça. Oui, notamment du Parlement européen et de la Belgique, pour suspendre au moins le protocole sur les minéraux, étant donné les allégations de pillage. Des sanctions ciblées ont quand même été prises par plusieurs pays. Oui, États-Unis, UE, Royaume-Uni, Canada, contre des individus, des entités liées au Rwanda ou au M23. Mais l'impact réel est débattu. Le Rwanda est peut-être moins dépendant de l'aide occidentale qu'il ne l'était en 2012. Et les tensions diplomatiques ont été fortes. On a même vu une rupture entre le Rwanda et la Belgique. Exactement, en avril 2025, avec des accusations très dures de part et d'autre, et tout ça sur fond de compétition mondiale pour les ressources congolaises. La Chine est très présente, les États-Unis, l'Europe poussent leurs pions. Et l'aide humanitaire dans tout ça, Elle arrive, elle est cruciale. mais elle reste insuffisante. Et elle a du mal à atteindre les structures locales, les acteurs de terrain à cause des lourdeurs administratives, de l'insécurité aussi. D'accord. L'UE a débloqué des fonds, mais la suspension de l'aide américaine en février 2025 a eu un impact très négatif, surtout sur la santé. Alors, face à tout ça, l'ONG Solsoc, elle propose quoi concrètement? Elle a des recommandations assez claires, revoir les accords économiques et militaires avec le Rwanda, renforcer les sanctions ciblées, augmenter l'aide humanitaire, mais surtout, et c'est un point clé, soutenir directement la société civile congolaise. Soutenir les femmes, les jeunes, les syndicats. Oui, avec des financements plus flexibles, plus localisés. Protéger les défenseurs des droits humains, les journalistes, et garantir que cette société civile puisse vraiment participer au processus de paix, qu'elle ne soit pas juste consultée pour la forme. Bon, on arrive au terme de notre exploration, hein? C'est beaucoup d'informations. C'est énorme. Ce qui ressort vraiment, c'est cette complexité extrême. On a un conflit armé terrible avec des racines multiples, profondes, une crise humanitaire gigantesque, des tensions politiques au maximum, cristallisées par ce procès Kabali, et tout ça sur fond d'enjeux géostratégiques énormes liés aux richesses du pays. Le tableau est sombre, c'est vrai, mais on voit aussi une activité diplomatique intense, même si elle est fragmentée, des luttes de pouvoir féroces, des accusations explosives. C'est un pays en pleine turbulence. Oui, une quantité d'informations assez considérable à intégrer. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, je pense. Au milieu de tout ça, de ces accusations, de ce procès historique, de ces jeux diplomatiques complexes avec tant d'intérêts divergents, quelle est la voie possible vers une paix qui soit durable et juste pour les Congolais? Eux qui sont les premières victimes de décennies d'instabilité. Comment distinguer les vrais efforts de paix des simples manœuvres politiques? Exactement. Comment faire la part des choses? Et peut-être la question la plus importante, quel rôle la société civile congolaise, qui est si diverse, si résiliente malgré tout, quel rôle peut-elle jouer pour infléchir le cours des choses, pour faire entendre enfin la voix de ceux qui aspirent simplement à la paix et à la dignité? C'est peut-être là que se trouve une partie de la réponse.